Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. It's showtime. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de la comédie burlesque Beetlejuice. 24 sur 2, troisième. Beetlejuice, c'est l'histoire d'un couple, Adam et Barbara Maitland, décédés sur la route alors qu'ils partaient en vacances. Très vite, leur maison est vendue à Delia et Charles Dietz, un couple de bourgeois au caractère exubérant qui y emménage avec la fille de Charles, une ado au style gothique, Lydia. Adam et Barbara ont pour mission d'hanter la maison pour faire déguerpir le couple, mais ceux-ci sont robustes et ils ne se laissent pas impressionner facilement. En dernière solution, les Maitland décident de faire appel à Beetlejuice, un fantôme pervers et grossier pour leur donner un coup de pouce. Pour le faire apparaître, il faut prononcer son nom 3 fois. Cette histoire, c'est l'idée de Michael McDowell, un auteur et scénariste américain qui connaît un petit succès dans les années 80 en écrivant essentiellement pour la télévision. À cette époque, il vit à temps partiel à Los Angeles et tente d'accroître un peu plus son succès. Très vite, il rencontre Larry Wilson et Michael Bender, les fondateurs de la société de production Pecos Production, qui avaient déjà acheté les droits sur certains livres de Michael McDowell, et ensemble, ils commencent à travailler sur le scénario de Beetlejuice. Le scénario est d'abord proposé à Universal, avec qui Larry Wilson avait déjà quelques contacts. Mais la société de production revient très vite chez ce dernier et lui déconseille vivement de se lancer dans la production de ce très mauvais film, en l'avertissant. En effet, Universal n'y va pas de main morte avec les qualificatifs et avertit le producteur. Tu commences à bien te développer dans le domaine de la production. Est-ce que tu as réellement envie de flinguer ta carrière qui commence si bien? Bon, vraisemblablement, Universal ne compte pas les aider à produire le film. Qu'à cela ne tienne, Larry Wilson, bien qu'il entende la critique, ne se laisse pas démonter. Et tandis qu'il poursuit sa conquête d'un producteur potentiellement intéressé, il donne des cours à l'université de UCLA en Californie. Et à un de ses cours, il y a une certaine Marjorie Lewis, responsable du développement chez Geffen Film Company, c'est-à-dire responsable de faire passer les scénarios qui lui sont proposés de l'état d'idée à la concrétisation au tournage, en gros. Et Geffen Film Company, c'est une division de la Warner Bros, c'est-à-dire une partie de leur société. Wilson et elle parlent donc longuement des projets de l'un et de l'autre, et Wilson finit par lui parler de ce fameux projet qu'il essaye de vendre, Beetlejuice. Intriguée, la jeune femme demande à le lire et est complètement séduite. Dans la foulée, elle propose le scénario à son patron, le président de Geffen Film Company, qui hésite quand même lourdement, mais face à l'insistance de son employé qui menace même de quitter son poste s'il n'accepte pas de produire le scénario, eh bien il craque et donne le feu vert. Non loin de là, un certain Tim Burton finissait la réalisation de son premier long métrage, Pee-wee Big Adventure, produit par Warner Bros justement. Alors qu'il traînait dans leur bureau, il tombe sur ce scénario qui vient d'être déposé et tout comme Marjorie, eh bien il adore. Si ce scénario a eu tant de mal à trouver acheteur, c'est parce qu'au départ, son histoire était bien plus sinistre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Les premières versions du scénario proposées aux sociétés de production racontent l'histoire d'un couple, Adam et Barbara Maitland, qui connaît une mort tragique et horrible et qui reviennent hanter la maison, à présent envahie par Delia et Charles Dietz et leurs 2 filles, et non pas une, Lydia et Katy, et qui font appel à un certain Beetlejuice pour leur donner un petit coup de main. Beetlejuice qui n'est autre qu'un démon meurtrier. Bref, pas Jojo comme synopsis. On est très loin de la comédie burlesque qu'on connaît aujourd'hui. Alors lorsque Warner Bros accepte le projet, il décide tout de même d'engager Warren Scarron, un scénariste, et il l'engage en tant que script doctor qui, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, est un auteur qui aide à améliorer un scénario. Et le rôle de Warren Scarron, il a été d'une importance capitale, puisqu'il a procédé à des changements majeurs qui ont permis de clarifier le film. Par exemple, il a décidé de changer le rôle de Beetlejuice afin de le rendre accessible à tout public plutôt qu'à un petit public niche. Beetlejuice n'est donc plus un meurtrier, mais ça devient un fantôme illusionniste complètement décalé. Il supprime les 2 filles, Katy et Lydia, qui étaient 2 enfants complètement opposés, pour n'en faire qu'une seule, au style punk, mais avec un rôle un peu plus important que ce qui était prévu au départ. Il change également la fin du film. Au départ, Lydia, donc la fille, devait mourir dans un incendie et vivre en tant que fantôme aux côtés des Maitlands, et Scarron, lui, choisit alors une toute autre destinée. Le scénario est fini, le tournage peut débuter et prendra place à 2 endroits différents. East Corinth, dans l'état du Vermont, pour les scènes extérieures, dont par exemple les vues sur la maison qui n'existe pas en réalité mais qui est une façade construite pour les besoins du film, et Los Angeles pour tout le reste. Le but
budget du film, 13 millions de dollars au total, n'était clairement pas exceptionnel, ou en tout cas pas assez suffisant pour permettre un budget d'effets spéciaux acceptable en post-production. En effet, le budget total des effets spéciaux était d'à peine 1 million de dollars, soit quasi rien pour un film dont les 95% reposent sur les effets spéciaux. Face à cette problématique, Tim Burton fait un choix décisif. Il minimise un maximum les effets spéciaux en post-production et favorise un maximum tout ce qui peut être fait devant la caméra. Le reste sera le fruit de costumes exubérants, de beaucoup de maquillage, de matte painting dont je vous ai également déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire un décor qui est peint pour donner l'illusion d'un environnement, d'animatronique, autrement dit d'espèces de robots sous la forme qu'on veut leur donner. Bref, le choix de Tim Burton était clair. Quitte à faire dans l'artisanal, autant l'assumer à 100% et le faire le plus kitsch possible. L'équipe fait donc preuve d'ingéniosité, comme par exemple dans cette scène-ci où l'acteur se trouve à genoux et en fait le reste de son corps est caché par un carton noir. De beaucoup d'ingéniosité, car parfois certaines scènes leur donnaient du fil à retordre, comme par exemple la célèbre scène de la Banana Boat Song, où les crevettes en entrée prenaient soudainement vie pour atterrir directement sur la tête des invités. Pour ce faire, Tim Burton a fait appel à des stagehands, c'est-à-dire des techniciens dont le travail est de faire bouger les objets sur scène ou à l'écran sans que bien sûr on les voit. En l'occurrence, ici, il y a donc des techniciens cachés sous la table, et les mains font le boulot sur la table. Ils devaient donc attraper le visage de l'acteur, le ramener vers la table et puis le relever pour le jeter en arrière. Sauf que malgré toutes les répétitions et les tentatives, le mouvement n'était jamais fluide, car une fois sur deux, les techniciens ne voyaient pas ce qui se passait au-dessus de la table et ne visaient donc pas au bon endroit. Et figurez-vous que c'est Dick Cavett, qui jouait un des invités à table, qui a apporté la solution à Tim Burton. Plutôt que tourner la scène dans le bon sens et de se faire des ratés à chaque fois, pourquoi pas jouer la scène dans l'autre sens et l'inverser au montage. Ainsi la scène commence avec les invités la tête dans les crevettes, puis on leur lève la tête, la scène est ensuite coupée, ce qui leur permet de faire le jeter en arrière sans problème, puisqu'ils ont en réalité la tête déjà en main. Le casting n'a pas été une mince affaire. Au départ, pour le rôle de Beetlejuice, Tim Burton souhaitait Sammy Davis Jr., dont il était particulièrement fan. Mais la production a refusé d'emblée et n'a pas laissé d'autre option à Burton que de choisir quelqu'un d'autre. Son choix s'est alors porté sur Michael Keaton, et à sa grande surprise, bien que sa carrière soit un peu à l'arrêt à ce moment-là, l'acteur a refusé après lecture du scénario, estimant qu'il ne serait pas bon pour le rôle. Pour le rôle de Delia, Tim Burton pense à Kirstie Alley, qui joue alors à cette époque-là dans la série Cheers, mais la production de la série refuse de libérer son emploi du temps pour lui permettre de tourner dans le film. Tim Burton pense alors à Angelica Houston et le deal est fait. Ça y est, c'est bon, l'actrice a signé son contrat, elle est prête à tourner, adjugé vendu, c'est bon, c'est calé. Sauf que l'actrice finit par tomber malade juste avant le début du tournage et se voit donc obligée d'abandonner le rôle. La production pense alors éventuellement à Sigourney Weaver, Linda Hamilton, Laura Dern ou encore Goldie Hawn, avant que Tim Burton ne suggère Catherine O'Hara, qui, comme Michael Keaton, n'est pas du tout enthousiaste. Pour le rôle de Lydia, Jennifer Connelly ou encore Sarah Jessica Parker sont envisagés, mais Tim Burton fait son choix sur Winona Ryder, qu'il avait adoré dans le film Lucas. Mais à nouveau, l'actrice ne montre que très peu d'entrain à l'idée d'accepter le rôle. Finalement, en fait, il n'y a que Geena Davis, à qui on a proposé le rôle de Barbara Maitland, qui a accepté d'emblée. Mais Tim Burton ne se laisse pas débiner comme ça, et il va à l'encontre de chacun des acteurs qui a refusé sa proposition pour les convaincre d'accepter le projet. Bingo! Really great character. Le film, qui n'avait pourtant qu'un maigre budget de 13 millions de dollars, réussit le premier week-end de sa sortie à engranger 8 millions de dollars aux USA et finit avec un total de 73,7 millions de dollars, un succès tel que Warner Bros décide de faire confiance à la même équipe pour la production de leur prochain projet, Batman, qui marquera le début des franchises de super-héros. Ainsi, c'est Tim Burton qui sera à la réalisation, Michael Keaton qui jouera le rôle de Batman et Warren Spahn qui écrira en partie le scénario. Face à ce succès, la suite de Beetlejuice est bien évidemment envisagée. Warren Spahn avait d'ailleurs écrit un second opus avant de mourir en 1990, mais le scénario a été mis de côté. Tim Burton avait également une idée écrite par Jonathan James et qui aurait potentiellement porté le nom de Beetlejuice Goes Hawaiian, ce qui concrètement veut dire Beetlejuice
Beetlejuice devient hawaïen. Mais le projet n'aurait pas abouti. Enfin, Michael McDowell lui-même avait débuté l'écriture d'un second film, mais ne l'a jamais terminé. Pendant des décennies, les gens finiront par se dire qu'une suite ne verra jamais le jour. Et finalement, vous aurez l'occasion d'enfin voir un Beetlejuice 2 en 2024, dont le tournage vient d'ailleurs tout juste de se terminer. Avant de l'appeler Beetlejuice, la production avait pensé appeler le film House Ghost, ce qui veut dire la maison des fantômes. Tim Burton trouvait le nom tellement dérisoire qu'il a ajouté avec sarcasme qu'il préférait appeler le film Scared Shitless, autrement dit le Sandra effrayé, et a été pris très au sérieux par la production à sa grande surprise puisqu'ils ont véritablement considéré l'idée. La fameuse chanson Banana Boat Song de Day-O n'était pas prévue au départ. Tim Burton avait choisi d'autres chansons, comme par exemple When a Man Loves a Woman, mais a dû abandonner l'idée parce que les droits des chansons coûtaient beaucoup trop cher et seule la chanson Banana Boat Song rentrait dans le budget. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Bien que son rôle soit le titre du film, le personnage de Beetlejuice n'apparaît en réalité que 17 minutes en tout et pour tout dans le film et ne fait sa première apparition qu'après 25 minutes de film. Michael Keaton n'a donc tourné que 2 semaines au total pour son rôle, avec des journées allant de 12h à 13h d'affilée. Il arrivait à 6h du matin sur le plateau, se faisait maquiller pendant 3h30 et avait même besoin d'1h30 pour se démaquiller le soir. Encouragé par le réalisateur, il a improvisé à peu près 90% de ses répliques. D'ailleurs, l'arrivée de Beetlejuice dans le film est annoncée subtilement. En effet, la scène où Barbara s'exclame « What's the good of being a ghost if you can't frighten people away ?» On voit le personnage de Charles qui lit un magazine sur lequel est écrit « Hands-on Experience Required », suggérant que les personnages ont besoin d'expérience en tant que morts, ce qu'ils n'ont pas. Et Beetlejuice, eh bien oui. Dans la scène de la salle d'attente où le couple arrive pour la première fois, on les voit entourés de gens qui se trouvent dans l'exact même état dans lequel ils étaient lorsqu'ils sont morts. Pourtant, le couple qui revient trempé de son accident dans la maison est tout à fait sec dans la salle d'attente. Il semblerait donc que ce soit les seuls à ne pas être dans le même état qu'à leur mort. Si certains pensent que c'est une erreur, il s'agit en réalité d'un choix à nouveau bien assumé par le réalisateur, qui n'avait aucune envie d'obliger les acteurs à être mouillés pendant l'entièreté du tournage. C'est ici que se termine ce nouvel épisode. Je ne peux que vous inviter à lui laisser un like s'il vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas non plus à m'écrire dans les commentaires Banana Song si vous êtes arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, merci à vous si c'est le cas, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous remercie pour le soutien. Et on se retrouve bien évidemment tout de suite pour le vote du premier secret de tournage de 2024. Choisissez bien. Allez, coupez. Pour le prochain SDT, vous avez le choix entre 2 franchises qui me sont demandées très souvent depuis le début de la chaîne. Star Wars contre Avengers. À vos votes.